On dit encore que c'est sûrement ici que toute cette histoire a vraiment commencé. L'idée de l'île mystérieuse remonte à très loin. En fait, quand les Européens ont commencé à circuler dans le Pacifique, ils ont découvert des îles qui étaient vides d'hommes, où il n'y avait personne, mais où il y avait des traces évidentes d'une présence ancienne. Et donc ils se sont posé la question, pourquoi il y a des îles qui ont été occupées apparemment pendant longtemps, et puis qui un jour ont été abandonnées. Et donc au fur et à mesure du 19e et puis du début du 20e siècle, s'est mis en place cette idée d'île mystérieuse qui était les îles abandonnées. Et il y en a aussi bien en Micronésie que jusqu'à Hawaï, que en Polynésie orientale. Et puis il y en a une célèbre en Mélanésie, c'est Walpole. La première description de Walpole est celle du capitaine anglais qui la découvre et lui donne le nom de son navire. Ce rocher fantasmagorique n'est absolument pas à sa place dans l'océan Pacifique. Je garderai longtemps le souvenir de ce sombre donjon marin, si sinistre qu'il donne le frisson. Personne ne se risque alors à débarquer sur ce rocher isolé à plus de 160 km de Nouméa. Et puis commence la grande période du guano. Cet engrais naturel à base de déjection d'oiseaux devient brusquement un véritable trésor. Walpole et ses milliers d'oiseaux attirent rapidement les convoitises. Première sur la zone grâce à la Nouvelle-Calédonie, la France s'empare de l'île. Mais devant les difficultés d'accès et l'ampleur des travaux à effectuer, elle accorde finalement la concession à une société australienne, Austral Guano. En 1916, elle obtient donc le droit de s'installer sur Walpole avec l'autorisation d'exploiter jusqu'à l'épuisement de la ressource et l'obligation de recruter son personnel dans les îles alentours. Attention pour la photo. Je ne bougez plus. Pour les ouvriers venus des quatre coins du Pacifique, c'est une longue aventure qui commence. La sensation d'être des pionniers sur une île qui semble inhabitée depuis toujours. Pendant 20 ans, sur cette forteresse rocheuse, plus de 300 ouvriers permanents sont répartis en villages ethniques. Japonais, Kanaks, Tonkinois, Javanais cohabitent sur un mouchoir de poche d'à peine 3 km de long. Walpole est en dehors des routes de navigation. Il peut s'écouler quelquefois plus de 4 mois sans apercevoir le moindre navire à l'horizon. Le chantier est titanesque. Austral Guano exploite tout le plateau. Une ligne de chemin de fer surréaliste est mise en place et sillonne les sites d'exploitation. Peu à peu, le plateau se transforme en gigantesque gruyère et la forêt qui occupait l'essentiel de l'île est totalement rasée. Pendant cette période d'isolement forcé, l'un des contremaîtres australiens, un certain Mackay, s'aperçoit pour la première fois de la présence de vestiges d'une occupation ancienne. Dans ce contexte industriel, il est le seul à s'y intéresser vraiment et, avant que tout ne soit détruit par l'avancée de l'exploitation, il décrit tout ce qu'il voit. Ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, ce sont les nombreuses traces d'habitation humaine sous la forme de murs à l'évidence construits par l'homme et de plusieurs outils faits en coquillages fossiles. J'ai compris, en voyant ces murs de corail, avant même de trouver d'autres éléments, que cette île avait été habitée autrefois, mais complètement abandonnée depuis on ne sait combien de temps. Les objets qu'il ramasse sont envoyés à Sydney, où ils disparaissent dans les réserves du muséum.
So now we're going into the storage room. Okay. So here is the storeroom with the collection. Oh, great. Okay, good. Wow. It's the only collection that I know of where you've got two objects clearly coming from the main island of New Caledonia. It was brought by this man here, Mackay. He was working for Austral Guano. Ce qui est extraordinaire avec ce monsieur Mackay, c'est que contrairement à tous les autres qui ont certainement dû aussi faire des observations, lui a laissé une trace écrite. Et ça, c'est irremplaçable. Il est le premier à faire la démonstration, la démarche archéologique, d'aller du début à la fin d'une analyse en disant on a tous les éléments sur cette île pour prouver qu'il y a eu à un moment des gens qui y habitaient en permanence. À une époque très ancienne, des hommes ont donc vécu sur Walpole. Mais en 1927, le jeune Wachapo ouvre sans le savoir une brèche supplémentaire dans l'histoire de l'île. Devant lui, plusieurs squelettes alignés, des lambeaux de vêtements et surtout ce qui ressemble à un bouton métallique abîmé. Lorsqu'il le ramène à son contremaître, celui-ci croit distinguer une fleur de lys à moitié effacée, symbole de la royauté. Il se contente de noter la découverte dans son rapport journalier. D'où venaient ces hommes? Qui étaient-ils? Dans d'autres circonstances, peut-être l'information aurait-elle pu soulever l'intérêt à Nouméa. Mais la crise économique de 1929 survient. Pour Austral Guano, c'est la faillite. Walpole est rapidement abandonné. Tu m'as dit, on commence par... Plateau nord, là. C'est vraiment une carte terrain qui doit servir pour le terrain, donc c'est pratique, de chez pratique. Donc si tu as besoin de... Moins on réfléchit. Voilà. Une fois qu'on est sur place, une fois qu'on est sur place, après c'est galère. Donc, Une expédition menée par Christophe Sand se prépare à partir sur Walpole. C'est un événement, car c'est une île dont beaucoup ne connaissent même pas le nom, une sorte d'anomalie dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie. Les informations sont très parcellaires, jusqu'aux cartes qui n'existent pas. Il n'y a plus de A4. Il y a 15 ans, Christophe a pu poser le pied sur l'île quelques jours seulement. Il connaît les difficultés qui l'attendent sur place. Là, je te sors ça, là. On est dans un contexte d'île très difficilement accessible, où il n'y a absolument aucune facilité sur place pour aussi bien se déplacer que avoir du quotidien. Là, il faut prévoir au départ quelque chose qui soit complet. Parce que si on a oublié les feutres, on a oublié les feutres, on ne va pas revenir sur Nouméa pour les chercher. Il n'y a pas des pièges à tiques? Ce serait encore plus utile que les pièges à rats. C'est par la mer que nous allons rejoindre Walpole. Rares sont ceux qui ont pu séjourner sur l'île, et s'y rendre aujourd'hui est une véritable aventure. La sensation de faire partie de cette longue chaîne d'événements qui ont jalonné son histoire. En Tasmanie, à plus de 2000 km de Walpole, un spécialiste de l'histoire du Pacifique a découvert dans les archives du bagne de Port Arthur une réponse possible au mystère des squelettes de Wachapo. Une dizaine de forçats anglais, menés par un certain Stewart, ancien officier de la marine marchande, ont minutieusement préparé leur évasion. Ont-ils bénéficié de complicité ou ont-ils eu de la chance? Dans ce bagne coupé du monde,
la fuite semble totalement impossible. Sur cette île cernée par des milliers de kilomètres d'océan Pacifique, la seule issue reste la mer. Ils s'emparent d'une chaloupe qu'ils ont cachée non loin de là et partent direction plein nord, dans l'espoir un peu hypothétique d'atteindre Hawaï, où on les oubliera. La suite, Jean Guillou la trouve dans un récit que Stewart fait des années plus tard. Il voulait aller dans une île américaine, mais surtout pas dans une île anglaise, parce qu'ils auraient été repris et ils auraient été pendus. Après avoir longé le continent australien pendant de longues semaines de navigation, les bagnards sont finalement en vue d'une île que Stewart décrit comme ceinturée d'immenses falaises. Il n'y en a que 4 qui ont voulu ensuite débarquer à Walpole, parce que sans doute qu'ils avaient le mal de mer et c'était des gens qui n'étaient pas des marins et qui en avaient marre de souffrir du voyage par la mer. Ils ont vu une île là, ils en avaient marre, ils ont dit on ne veut pas aller plus loin. Personne n'y était allé. Il n'y avait aucune raison d'aller là-bas, à ce moment-là. Surtout que pour atterrir là-bas, c'est pas facile. Alors il y en a 4 qui ont débarqué, d'où les squelettes. C'est les 4 premiers hommes qui sont arrivés sur Walpole. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ces squelettes, parce qu'il n'y a aucune trace nulle part de squelettes d'Européens. C'est-à-dire, on en a parlé, mais aujourd'hui, où ils sont ces squelettes Oui, mais enfin, ces ossements-là, moi, je ne sais pas. Bah oui, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Enfin, je sais que ça existait quand même. Cette théorie des bagnards n'est pas la seule explication possible. Pour Jean Broudissou, organisateur de plusieurs expéditions sur Walpole, il faut chercher du côté d'un visiteur célèbre, passé lui aussi dans les parages, le fameux comte de La Pérouse, envoyé par Louis XVI autour du monde pour compléter les connaissances de l'époque. L'homme a disparu corps et biens avec son navire, non loin de la Nouvelle-Calédonie. La Pérouse, il y a toujours un énorme mystère qui demeure, parce que bon, la Pérouse, quand ils étaient à Vanikoro, ils ont construit un bateau pour partir. Ils sont partis avec ce bateau, on ne l'a jamais retrouvé. Hein, donc toutes les possibilités sont possibles. C'est vrai que Vanikoro, Sydney, Walpole est en plein sur la route aussi, contre les vents. Contre les vents, donc ce ne serait pas logique qu'un bon marin comme la Pérouse soit reparti. Maintenant, s'ils avaient un bateau qui n'était pas très marin, ils attendent d'avoir des vents portants, ils partent et ils tombent sur Walpole. C'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Le 25 juin 1967, le navire La Lorientaise de la Marine nationale quitte Nouméa, direction Walpole. À son bord, Luc Chevalier, conservateur du musée, qui part vérifier sur place la véracité de cette histoire et mener les premières fouilles importantes. Dès son arrivée devant l'île, Luc Chevalier raconte à l'époque dans son journal « Nous cherchons en vain un lieu de débarquement. Partout, une falaise en surplomb, que les vagues habillent d'une écume blanche. Le décor est fascinant. Mais le roulis est trop important pour un débarquement de matériel. Il n'y aura pas de camp de base permanent. » La première équipe de militaires arrive quand même à débarquer et commence immédiatement ses explorations, pressée par une météo changeante.
Cet après-midi, l'équipe de militaires a annoncé la découverte d'ossements humains dans 2 grottes. Nous n'avons malheureusement plus le temps pour des fouilles. Il faut attendre demain. Après quelques difficultés, les grottes sont enfin explorées, mais la déception du conservateur est palpable. Hélas, il faut se rendre à l'évidence, il y a bien des ossements, mais pas de lambeaux de vêtements, pas de restes d'embarcation, pas de boutons dorés non plus. Résultat négatif sur le plan historique. Les fouilles sont terminées. Après 3 jours à peine d'exploration, ils sont obligés de repartir, chassés par une tempête. Le mystère Huachapo n'est pas élucidé. Mais les objets à ramener renforcent l'idée d'une présence sur l'île bien plus ancienne. Ça, c'est les objets et les ossements humains qui ont été ramenés en 1967 par l'expédition de Luc Chevalier. Ils savaient qu'ils ne reviendraient pas, ou qu'ils reviendraient beaucoup plus tard. Et donc, quelque part, en toute logique, ils faisaient un peu de la collecte, entre guillemets, de tout venant. Ça va bientôt faire 10 ans que ça n'a pas été ouvert. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Un des problèmes de cette collection, c'est que la mission a été tellement rapide et on n'a pas d'écrit sur la mission. Et donc, on ne sait pas quels objets viennent de quelle zone. C'est un des squelettes qui avait été découvert. On voit bien que c'est pas des cheveux lisses. C'est des cheveux plutôt crépus. Probablement cet individu était mort depuis 100, 200, 300 ans. Mais j'en sais pas plus. Il y a tellement de gens qui ont tripoté ces cheveux que malheureusement on ne peut plus vraiment en tirer une étude de type ADN. Mais voilà, ça montre que certains des squelettes sont des squelettes relativement récents en fait. Un des objectifs de cette année, c'est de pouvoir trouver la présence de squelettes humains. C'est-à-dire que tous les squelettes qui sont conservés au musée de Nouvelle-Calédonie et qui viennent de Walpole sont des squelettes qui ne sont pas des squelettes d'Européens. Donc c'est ni des descendants, ni les bagnards de Tasmanie, ni éventuellement des gens de la Pérouse. Et donc on va essayer de trouver d'autres squelettes. Les expéditions précédentes ont décrit des grottes dans lesquelles il y avait des ossements humains. On va essayer de les retrouver. Et puis le dernier point d'intérêt, c'est quand même trouver de l'eau. On sait qu'il y a de l'eau dans un certain nombre de grottes qui sont souvent difficiles d'accès. Donc on va voir s'il y a des traces de ce type-là. C'est bientôt la fin de l'hiver austral. Une période idéale pour éviter ces fameux vents d'ouest qui rendent impossible tout débarquement. À bord du voilier, 3 archéologues, un ornithologue, un naturaliste, un responsable de la logistique, un skipper et un cuisinier. Point de vue route, de l'île Loin à la sortie du canal de Woodin, on va passer entre les différents récifs pour rentrer dans le canal de la Sarcelle qui est là. Et par contre après on est en haute mer jusqu'à Walpole. L'idéal serait d'arriver vers 10 h du matin si on veut arriver à basse mer. C'est ma porte là. C'est le seul moyen pour mettre le pied sur Walpole. Ah, l'autre moyen c'est l'hélicoptère. C'est un peu rock'n'roll des fois. Allons fils. Oui, on est en train de passer la passe de la Sarcelle là, avec Yaté d'un côté et puis l'île des Pins de l'autre. Oui, oui, absolument. Oui. Oui. Non, c'est fini après. Là on va prendre notre cap et route directe sur Walpole. Ça y est, on sort. Voilà, on a la pointe, après c'est la haute mer. On est gâtés, hein. Parce que moi j'avais peur qu'on termine comme ça là.
Après 160 km d'océan Pacifique et 24 heures de navigation, Walpole se dresse enfin devant nous. La citadelle du vertige, comme on la surnomme, un long plateau de corail ceinturé de falaises à perte de vue. L'arrivée sur une île, c'est toujours quelque chose de magique. Ça a toujours quelque chose d'un peu irréel. Surtout quand on se place dans les pas de gens qui sont venus avant, quelque chose qui apparaît sur un horizon qui est sinon totalement plat. Une fois que vous allez derrière cette île, eh bien vous en avez pour 1800 km avant de retomber sur une île, si vous allez tout droit. Là, allez. Banana boat. Banana boat. Partout des oiseaux. Ni la oiseau. Mais ça a bien poussé, hein, c'est sacrément vert. Hein. C'est mauvais signe, c'est pas bon pour nous. Je vous ai proposé de prendre la tronçonneuse, vous avez dit non, ben maintenant il va falloir faire. La chance est pour le moment de notre côté. La météo est idéale ce matin pour un débarquement. Le vent s'est fixé au sud-est et protège le voilier de la houle du large. S'il tourne à l'ouest, il faudra rapidement quitter Walpole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouillage et le ponton ont été détruits par peur que l'île ne serve de base aux sous-marins japonais. Sans l'échelle de corde que nous avons réussi à fixer, il serait pratiquement impossible d'accéder au platier. Walpole est totalement abandonné depuis plus de 60 ans. Nous sommes les premiers visiteurs depuis plusieurs années. L'exploitation du guano a profondément transformé les lieux, et les vestiges les plus évidents, ceux qui vous sautent aux yeux lorsque vous arrivez, appartiennent avant tout à cette période. Témoins abîmés, disséminés un peu partout, qui laissent encore entrevoir les dimensions et l'envergure d'une aventure industrielle hors norme. Tu vois ce qu'on fait? Tu vois, tu as les restes des rails qui sont ici, là. Là, tu en as un là. Tu as l'autre qui est ici, là, en parallèle. Ah, ici, là. Ouais, il est en train de sortir. Et en fait, c'est ce qu'on va suivre ce matin. Et là, on rentre dans la zone, entre guillemets, industrielle, avec la chaufferie, avec la zone où le guano était séché. Il faut imaginer, là, un énorme hangar et qui servait, entre autres, pour stocker le guano et lui faire perdre une partie de son humidité. L'objectif de cette première journée est d'atteindre rapidement le nord de Walpole, la seule partie du plateau qui n'a pas été dévastée par l'exploitation du guano, une parcelle de forêt originelle où les archéologues espèrent retrouver une partie des vestiges décrits par le contremaître d'Austral Guano. Vous pouvez élargir, là. Juste là. La gégisse blanche. C'est un oiseau marin qui niche dans les pandanus. C'est lui qui pose son œuf directement sur des branches sans construire de nid. Et Walpole est le seul site avec l'île Hunter où on a trouvé des colonies de cette espèce au niveau de la Calédonie. Alors vous êtes où? Vous êtes là, là? Ah oui, je vois John. Oh, là, moi, de mon côté, je dois être à 30 mètres de la falaise. Et il n'y a pas de forêt? Et vous êtes parallèle à la falaise. La forêt? La forêt, en fait, elle est... Faut piquer perpendiculaire? Si c'est bien ça, la forêt, elle est complètement à votre droite.
Ah, mais si on est dans les forêts mimosas jusqu'au bout, il faudra bien piquer à droite à un moment. Si on est parallèle, Bah, on est parallèle à la forêt. faut regarder avec la carte, mettre la boussole. C'est un peu dur. C'est un peu dur, hein. C'est assez blindé de mimosas. Puis de ces plantes vertes là qui sont un peu denses. Et heureusement le sol est meuble, enfin est à peu près plat. Ouais. C'est un peu éprouvant. Ouais. Oh putain! Bambou free de Walpool, est-ce que tu me reçois? Le Walpool de bambou free est au poids. Je vais agiter une écharpe là pour te signaler ma position. Ah ok, ouais. Ouais, ok, vu, repéré. Tu peux nous dire, grosso modo, combien de mètres on a fait depuis le campement? Vous avez dû faire environ 600 mètres, je pense, à peu près. Si je me réfère à la distance totale de l'île. Ok, bon bah... Depuis le départ d'Austral Guano, la végétation a envahi le plateau. La progression a finalement été bien plus difficile que prévu. On est là. On est ici, là. On a prévu d'aller où? Et on a prévu d'aller là. Donc on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé. On a fait à peu près la moitié aujourd'hui de la distance qu'il nous faut. Tout faux, quoi. Je me pose la question de savoir si on n'est pas dans la petite trouée du milieu, là. On regarde la carte, parce que si on est par là, ça vaut le coup de tirer comme ça. Hein. D'accord, ok. Bon, bah, à ce moment-là, on tape plein ouest, alors. Tout est faux sur Walpool, la carte est fausse. Allez, go. Go. Bon, ben là, parce que sinon, à midi, on est encore. Cette fois, il semble que le but soit atteint. Plus aucun trou de guano et un sol couvert de terre. La dernière zone de forêt est bien là. Ah, il y a du naturel, il y a du en place et dessus, il y a plein de petites caillasses. C'est des nettoyages de champs quand les gens y tournent pour aérer la terre. Les petits cailloux, les gens, ils n'en ont pas besoin pour cultiver, donc ils les mettent en tas dans un coin. Et comme ici, la terre, elle est précieuse parce qu'il y a beaucoup de corail, en fait, les gens accumulent souvent les caillasses là où, de toute façon, c'est déjà mort, c'est-à-dire sur les morceaux, les blocs de corail en place. Toute cette zone de plateau, en fait, elle a entièrement été aménagée pour des plantations, quoi. Voilà, ça c'est du guano pur. Ça c'est de la bonne. C'est de la bonne, là. Allez-y, regarde. Regarde. Goûte. Il faut se rappeler que quand ils ont commencé à planter les bananiers, les gens du guano, ils avaient des régimes dans l'année. Ah ouais. Ça poussait bien, ouais. Visiblement, le plateau nord a servi de vaste zone de plantation. Mackay, dans ses descriptions, parlait déjà de ce genre de délimitation dans d'autres parties de l'île. C'est pas un amas de cailloux, là? Ah, t'as un tas de cailloux, là, non? Christophe est beaucoup plus étonné par ce qu'il finit par découvrir à quelques mètres de la falaise. Jacques, tu peux venir voir, s'il te plaît? Viens voir. Regarde, t'as une espèce de rond avec une pierre percée. Je sais pas, sépulture. Sépulture ou quelque chose comme ça, c'est bizarre, hein? Bon, surtout qu'il y a la pierre levée qui est là-bas, donc... Oui, celle-là, elle est vraiment volontairement comme ça, quoi. Hein. Il y a de fortes chances que ça soit une sépulture. Le trou, il est au sud-ouest, nord-est-sud-ouest. Oui, l'entrée de où? Ouais. Ton entrée, elle est nord-ouest. Normalement, c'est assez classiquement, c'est vers le coucher de soleil. Oui, mais ça, c'est depuis l'arrivée de l'évangile. Non, avant aussi. Avant aussi. Mais tu peux avoir aussi des orientations qui sont en fait sur des points, ce que les gens ils appellent l'entrée du pays des morts. Donc l'endroit où les esprits des morts rentrent dans la mer pour aller dans l'autre monde. Alors là, savoir où était l'entrée du pays des morts pour eux, là, on va avoir un peu de mal. Et ça, c'est joli, ça. Hein, c'est une belle structure. Ça fait très zen, ouais, comme...
Là, ça commence à devenir excitant. Ce qui pour d'autres ressemblerait à un tas de cailloux est en fait le premier signe concret d'une organisation plus complexe des premiers habitants de l'île. On a là un indice de plus qu'il n'y a pas eu que des voyageurs de passage, mais bien une installation durable. Même pressé par le temps, il est nécessaire de faire une première série de mesures. Sur Walpole, impossible d'affirmer avec certitude que l'on pourra revenir le lendemain. La grotte a l'air superbe là. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait un qui débarque. Après, c'est plus facile. Tu arrives bien perpendiculaire au plateau. Tu attends la période où la plus calme en termes de vagues, hein, en termes de houle. Et là, c'est impressionnant là. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, même là, je trouve qu'on est à peu près là. Tu laisses passer la période de vagues plus grosse et puis tu passes. T'as vu là pendant 2 minutes on a eu la paix là. Ah, on va jouer des moments. Attention les pieds Jacques. Oh. Tiens, stop. C'est sûr. Tiens. Voilà. C'est bon. Ok. Il repart ou? Oui, il repart. Hop. Ok. La côte nord-ouest, une petite zone de corail coincée à l'extrémité des falaises. Les ouvriers du guano ne l'ont pas explorée car bien trop difficile d'accès. C'est là que Luc Chevalier a choisi de débarquer en 1967. Pour l'équipe, l'objectif est d'avoir une vision plus précise de chaque partie de Walpole, de comprendre l'organisation générale de l'île. Les grottes où il est censé y avoir des sépultures, elles doivent se trouver sur ce plateau-là. Sur un espace qui est aussi petit que ça, et il devait nécessairement y avoir un minimum de forme d'organisation de l'espace. Je veux dire par là que probablement il y avait des espaces qui étaient pour les champs, il y a des espaces qui étaient pour l'habitat, des espaces de rituels. Et donc les rituels d'habitude, partout dans toutes les sociétés humaines, on essaye de les faire un petit peu à l'écart. Et ce genre d'endroit-là, avec une super vue sur la mer, ça devait être des beaux endroits. Alors ça ne veut pas dire que c'était utilisé que pour ça. En fait, on n'en sait pas grand-chose, mais les gens avaient organisé leur espace de façon relativement structurée, fonctionnelle, etc. La particularité de Walpole, c'est effectivement que on a un cas tout à fait spécifique, tout à fait unique d'histoire humaine ou de différentes histoires qui se superposent les unes aux autres dans une espèce de millefeuille historique et dans un endroit qui en lui-même a quelque chose de mystérieux et de magique. Ces grandes falaises, vous n'avez pas de plage de sable blanc, vous avez des difficultés d'accès quel que soit l'endroit. On sait par expérience historique que dès qu'il y a mauvais temps, c'est extrêmement difficile de simplement mettre pied sur l'île. Donc on a ces éléments, j'allais dire, géographiques de l'environnement de cette île qui sont tout à fait uniques et spectaculaires et qui rajoutent à ce sentiment de mystère et à ce sentiment que Walpole, on la trouve nulle part ailleurs. La question essentielle sur Walpole est celle de la survie. Où ces premiers hommes trouvaient-ils de l'eau potable? Quelle était la base de leur alimentation? C'est l'enjeu de l'exploration de la côte Est. Un long plateau de presque 2 km battu en permanence par la mer. Épargnée par l'exploitation du guano, cette zone a plus de chances d'avoir gardé des traces d'une occupation permanente.
L'objectif de la journée, c'est pour toute l'équipe de descendre sur le Platier Est, probablement inaccessible, sauf cas exceptionnel par la mer, et où les gens nécessairement devaient descendre. C'est-à-dire on ne montait pas sur ce plateau, on y descendait. Les gens, ils savaient faire des cordes et ils savaient se débrouiller pour descendre dans les endroits où il y avait de la falaise. Donc, à l'époque, ça ne devait pas leur poser un problème insurmontable. Ils n'étaient pas prisonniers en haute falaise en se disant on n'arrivera jamais en bas, quoi. Au pied des falaises, une seule impression domine. Nous pénétrons dans le territoire des premiers habitants de Walpole. Une colonie de plus de 30 000 oiseaux chassés du plateau par l'exploitation du guano. C'est assez impressionnant quand même. J'ai vu des sites où il y en avait plus, mais enfin il y a infiniment plus de sites où il y en a moins. On a les deux espèces de frégates, le fou à pied rouge, le fou brun qui est sur le littoral, une audie noire comme ça dans tous les boisements de Pissonia et quelques autres arbres, les phaétons qui exploitent les falaises. C'est vraiment un très beau site, très riche. Je crois pas qu'ils pouvaient descendre par là. Qu'ils pouvaient descendre? Oui. Les gens du plateau. A priori, oui, il devait pouvoir y avoir des bons spots là-haut, avec vue imprenable. C'est une herminette qui a été entièrement taillée à la masse pour obtenir quelque chose qui soit fonctionnel d'un outil qui permet de rentrer dans l'arbre. Voilà. La grotte qu'a atteint Christophe a gardé les traces des expéditions précédentes. Ici, la fouille a visiblement été stoppée lorsque des ossements humains ont été extraits du sol. Ici, bien. Ça, c'est vraiment les tibias. Ouais. Bon. Dommage, on n'a pas le crâne. Ah, il y a des aiguilles taillées là. Voilà. C'est des ossements d'oiseaux qui ont été taillés en biseau pour être utilisés en outil. Ah, regarde celle-là, là, comme elle est belle. On a en fait affaire probablement à une zone d'atelier. Tiens, regarde de l'écaille de tortue là. Le fait qu'il y ait autant de matériel local qui est utilisé et pas de matériel qui vient de l'extérieur semble indiquer un très grand isolement des gens qui fabriquaient ces outils. Ils ne devaient pas voir souvent passer une pirogue. La présence permanente sur Walpole est trop ancienne pour être mentionnée dans les traditions orales. On ne connaît pas la taille de la communauté qui a choisi Walpole, ni la période précise. On sait en revanche que pendant le premier millénaire après Jésus-Christ, à cause d'une instabilité politique et de tensions entre les groupes, chacune des îles calédoniennes s'est repliée sur elle-même. Un clan a-t-il alors choisi Walpole comme terre d'exil volontaire? Difficile d'en être sûr, mais beaucoup d'indices tendent à montrer une véritable interruption des échanges avec l'extérieur. La richesse du sol, les ressources naturelles, la hauteur des falaises qui protégeaient des cyclones et des clans ennemis, tout cela
a un jour attiré des hommes et leur a permis de survivre pendant plusieurs générations. On a des ossements qui sont très clairement des ossements humains. Il y a 2 vertèbres cervicales, les 2 elles sont carrément collées l'une à l'autre. Donc tout le haut du dos de cette personne était bloqué. Et on voit sur les vertèbres lombaires qui sont particulièrement grosses, les excroissances osseuses qui ont poussé. Et donc la personne, à chaque fois qu'elle devait faire des mouvements, ça devait être au niveau au moins de son dos, ça devait être extrêmement douloureux. Et on voit également au niveau de certains autres os que les os sont vraiment massifs. On a affaire à quelqu'un qui était bien charpenté, quoi, hein, mais qui a vécu une vie de travail vraiment sérieux pour arriver à avoir des vertèbres dans cet état-là. Il a beaucoup bossé dans sa vie. Et on peut bien l'imaginer en regardant les ressources de l'île que ça ne devait pas être facile tout le temps. À première vue, les conditions de vie semblent particulièrement difficiles. Mais pour celui qui prend le temps de regarder, l'île a des ressources insoupçonnées. Il y a une pharmacie à ciel ouvert ici. La racine, elle permettait de soigner les blessures et notamment aussi les blessures d'animaux marins venimeux. Des substances médicinales dedans, quoi. Vous avez vu les tarots? Regardez-moi ça comme ils sont énormes. Ils sont bons à manger là, hein. C'est pas moi qui vais les manger, mais... Quelqu'un qui connaît un peu les plantes et qui... Oui, il a de quoi survivre, on va dire. Parce que c'est pas non plus des repas de luxe, mais il y a de quoi se nourrir. Les dernières datations faites par Christophe sur Walpole il y a 15 ans montrent une première présence environ 700 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, on sait que l'île a été un lieu de passage régulier, mais les intervalles sont difficiles à déterminer. Un des problèmes de Walpole, c'est de savoir quand les gens ils étaient là, quand les gens ils n'étaient pas là, si on arrive à faire des séquençages entre les moments où ils ont occupé en permanence et les moments où l'île a été abandonnée pendant longtemps. On s'applique à fouiller des sites comme ça qui sont bien préservés, même si c'est frustrant parce qu'il y a moins d'objets à l'intérieur. Vous voyez, là, on a un changement de niveau, là. À chaque fois, ça correspond à une période ou à une utilisation différente. Par exemple, ce niveau-là, là, ça peut par exemple correspondre à une période d'abandon. Ça n'a pas l'air d'être de la production humaine, donc probablement on est à une période où l'abri n'a pas été utilisé. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais vous voyez, juste là, à la base du niveau sombre ici, vous voyez le charbon qui sort là, regardez. Bon, le charbon, il n'est pas venu tout seul, quoi. Hein. C'est des traces de brûlis, pas nécessairement de foyer ici, parce que si tu as l'habitude de faire beaucoup de feu, très rapidement les cendres, ça s'accumule à l'endroit où tu fais ton feu. Donc régulièrement, tu le vides et puis tu jettes le reste de cendres et de charbon ailleurs. Et dans un endroit comme celui-ci, le meilleur ailleurs pour que ça enquiquine pas, c'est vers l'arrière. La fouille archéologique, c'est pas pour trouver des objets. La fouille archéologique, c'est pour raconter une histoire. Ce qui fait l'histoire, c'est les superpositions des couches. C'est pour ça que un archéologue, il va pas sur un site comme ça prendre une pelle et une pioche pour commencer à vider partout pour trouver des objets. Parce que les objets, s'ils sont pas dans le contexte de la couche, ils racontent rien du tout comme histoire. On ne sait pas de quand ils datent, on ne sait pas dans quel contexte, etc. C'est la différence entre l'archéologie qui essaye de faire ça et la chasse au trésor ou la recherche de l'objet pour l'objet
qui en fait se fiche un petit peu de quelle est l'époque et recherche surtout l'objet, l'esthétique et l'intérêt de l'objet pour lui-même. Maintenant, il n'y a plus que le tri à faire. L'exploration s'accélère. Peu à peu, tout démontre que Walpole a vécu longtemps en autarcie complète. Tout semble indiquer ici un cas d'adaptation extrême, une capacité de l'homme à coloniser les terres les plus inhospitalières. Et rien, juste un nid. Pas de nouveaux ossements et pas de réserve d'eau potable non plus. Néanmoins, un schéma plus précis de la vie sur place commence à apparaître. En parcourant cette côte, en examinant avec minutie les vestiges, l'équipe prend conscience des réalités d'une existence difficile, entièrement tournée vers les ressources limitées de Walpole, mais qu'une organisation précise de l'espace a rendu possible. Ces hommes ont construit des enclos pour leurs champs, planté le taro et l'igname, organisé des zones de sépulture, mis en place des ateliers, fabriqué des outils, et visiblement, même le tri sélectif est arrivé ici. Bienvenue dans les poubelles. On a le repas complet ou la diversité complète de ce que les gens pouvaient de façon naturelle attraper sur l'île, c'est-à-dire coquillages, oiseaux. Là, il y a un morceau de tortue ici. Là, il y a une écaille de tortue. Mais il n'y a pas énormément de gros coquillages. Quand je dis gros coquillages, c'est des types porcelaine comme ça, ou type... là, il y a un gros turbo, là, comme ça. Et donc, on peut imaginer que quand les gens ont commencé à rester ici pendant longtemps, en fait, ils ont assez rapidement dû épuiser une bonne part de la ressource. Et ce qui est resté comme ressource, qui était facilement accessible, c'était... les petits coquillages comme ça, parce que ceux-là, il y en a des millions. C'est pas difficile d'imaginer qu'il n'y a pas grand-chose à manger là-dedans, quoi. Hein. Les soupes devaient être un peu tristes. Il y a eu une raison qu'on ne connaît pas, qui a fait que les gens à un moment sont partis. Alors est-ce qu'ils sont partis parce que ils se sentaient trop isolés et qu'ils en avaient marre d'être isolés? Est-ce qu'ils ont été accueillis par d'autres dans des terrains qui étaient meilleurs? Est-ce qu'on les a obligés à partir aussi? C'est quelque chose qui peut être envisagé. Alors, une chefferie sur une des îles Loyauté qui veut augmenter sa population et qui vient faire une razzia ici, ou qui veut contrôler les œufs d'oiseaux et les plumes, etc. Et qui, pour pouvoir avoir ça, a besoin d'une nature qui se régénère. On a 36 000 hypothèses, mais de là à avoir des certitudes, on est très loin, quoi. Vous pouvez faire un bilan un peu de... Oui, mais Dernière nuit sur l'île. Nous avons définitivement quitté la côte Est et c'est le moment pour tous de profiter une dernière fois des ressources de l'île. Non, des langoustes. Excellent. En 15 jours, la météo aura été beaucoup plus généreuse avec nous qu'avec Luc Chevalier. La citadelle du vertige n'a pas déçu, même si une partie du mystère reste entier. Demain, il reste une exploration à faire avant de regagner le bateau. Une visite compliquée, un peu angoissante, mais incontournable. Peut-être un dernier rendez-vous avec la mythologie de Walpole. On a dit des pâtes ce soir. Donc on va faire propre ici. Potion supplémentaire. Là, ça fait... c'est bon, là, il y a une préparation psychologique depuis une demi-heure, là. Donc, bon, on va bien voir, hein. L'archéo, c'est ça? Oui, l'archéo, c'est ça. Et là, c'est un peu...
C'est un peu archéo de l'extrême là, hein, quand même. Hein. Dans une de ces grottes, un des ouvriers kanaks qui travaillait ici aurait vu des squelettes et en particulier un bouton que certains ont cru être un bouton avec une fleur de lys dessus. Alors personne n'a vu au cours des dernières années ce bouton, donc personne ne sait exactement s'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Donc on va voir celle-ci s'il y a quelque chose dedans. Ça va être la surprise. Là, voilà. Vous voyez ça là? Ça c'est de la trace de... probablement de la trace de charbon, ça. C'est l'indication qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu ici avec une probablement une torche en bois qui est rentrée ici dedans. Voilà, alors allez savoir si c'était au temps du guano ou si c'était il y a 300 ou 400 ans, on ne sait pas. Mais c'est une grotte qui il y a plein de suintements d'eau en fait, partout. Dans une île qui n'a pas beaucoup de sources d'eau, c'était peut-être la raison principale de la visite à cet endroit-là. Ah, voilà de l'eau là. Voilà de l'eau. Et là, ça, tout ça, là, ça a été cassé, là. Tout ça, hop! Et moi, j'ai fait pareil. Et ça a été cassé, il n'y a pas... Ouais, toute la ligne, là, elle a été cassée, en fait. Toute la ligne de stalactite, là, elle a été cassée probablement pour précipiter la concentration d'eau. Donc, c'est une confirmation qu'on a eu, qu'il y a eu de la visite ici. Alors... Et là, il y en avait une grosse ici. Qui est tombé aussi. Alors, est-ce que ça va plus loin? Ça serait bien si on pouvait trouver de l'eau. Et là, apparemment, ça ne va nulle part. Voilà l'eau. On a trouvé l'eau. On a trouvé l'eau. Génial. Super. Voilà pourquoi on devait venir. Parce qu'on a trouvé l'eau. On a trouvé l'eau. Et elle est... aussi bonne que l'amande d'or. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que les gens sont venus ici, qu'ils ont en fait trouvé la vasque d'eau, et que pour y accéder, parce qu'il y avait un certain nombre de stalactites qui bloquaient l'entrée, mais ils ont cassé les stalactites pour pouvoir accéder plus facilement à la vasque. Là, il y a, quand c'est grande pluie, là, on doit avoir 30 à 35 litres d'eau. C'est une bonne découverte. Ça. Ah, c'est sympa ça. C'est vraiment sympa là, pour la fin de la mission. Là, c'est un des grands questionnements qui a toujours été celui des gens de l'Austral-Guano, c'est comment les gens y faisaient pour vivre ici alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et ben voilà, là c'est des exemples, des exemples vivants du fait que, comme dans les autres îles Loyauté, en fait, ils ont dû explorer absolument toutes les grottes, les unes après les autres, au fur et à mesure des générations, des siècles, etc. Et repérer celles qui donnaient une chance peut-être d'avoir de l'eau. Et là, on a un bon exemple de l'âge depuis lequel personne n'est venu ici. Regardez là, toutes celles-là, là, elles sont cassées. Elles sont toutes cassées volontairement pour pouvoir passer. Et sur les stalactites cassées, on a une stalactite, celle-ci, elle fait 35 cm de long. Bon, 35 cm de stalactite, surtout avec des espèces de champignons comme ça dessus, ça se fait pas en 20 ans, quoi. Hein. Donc là, on a probablement un certain nombre de siècles depuis lequel personne n'est venu casser ces stalactites. Bon, ben voilà, on n'a pas trouvé de squelette, mais on a trouvé l'eau.
Pendant presque 3000 ans, Walpole a vu passer des hommes. Certains sont arrivés là par accident, pour se reposer ou réparer une pirogue, d'autres encore pour y exploiter le sol. Mais pour un petit groupe d'hommes, elle fut simplement leur île. On ne sait pas combien de temps ils sont restés, ni pourquoi ils sont partis, mais pendant des années, ils furent les véritables habitants de Walpole. Beaucoup plus tard, on les appellera Kanak, un mot polynésien qui signifie « homme ». C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Bien. Dessus. Tu récupères pas d'échelle? Ouais. Fais gaffe, ça ne traite pas dans le moteur. D'où tes clopes? Bien Cyril. Allez, le chante dans la cheville. Ouais.